Je vais donc ouvrir ce webinaire Penseurs de l'Europe médiane, résistance par la culture, en vous souhaitant à tous, cher public, la bienvenue à l'Institut français en ligne, malheureusement, et pour présenter finalement à travers une institution pour la première fois un ouvrage qui va être extrêmement intéressant de lire dans les semaines, les mois à venir, qui s'intitule « La vie de l'esprit, encyclopédie des auteurs d'Europe centrale et orientale depuis 1945 ». Je vais immédiatement passer la parole à Madame Pascale Andréani, ambassadeur de France en Hongrie. Merci beaucoup. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire, je ne sais pas comment vous le dites, monsieur le directeur, qui est donc dédié aux penseurs de l'Europe médiane et à la résistance par la culture. Alors, je veux vraiment commencer par féliciter Madame Chantal Delsol et Madame Johanna Nowicki pour ce formidable ouvrage encyclopédique qui est paru le mois dernier. Et donc, j'ai eu la grande chance, je le disais il y a quelques minutes, déjà d'avoir un exemplaire, et je salue les 150 penseurs et intellectuels, dont certains sont avec nous aujourd'hui, qui ont pu contribuer à ce véritable monument. La vie de l'esprit va permettre de découvrir ou redécouvrir les grands penseurs et intellectuels de l'Europe centrale et orientale qui sont trop souvent méconnus en France et à l'ouest de l'Europe. Et pourtant, ce sont, comme les artistes, des acteurs essentiels de la relation entre nos deux pays, la France et la Hongrie, et plus généralement entre les deux Europes. La table ronde de ce soir va être l'occasion de débattre, d'échanger sur le rôle de la culture dans l'histoire contemporaine et dans l'unité de notre continent, du continent européen. C'est la culture, à travers les échanges entre les intellectuels et les artistes, qui a permis de garder le lien, d'entretenir le dialogue entre les deux moitiés de l'Europe, en dépit de la division politique du continent avec le rideau de fer pendant la période communiste. Alors, depuis l'effondrement du mur de Berlin et la transition démocratique des années 1990, les deux Europes, heureusement, se sont retrouvées. Et la coopération s'est étendue au-delà de la culture, dans tous les domaines, politiques, économiques, militaires, scientifiques, techniques. Elle s'est intensifiée avec l'entrée de la Hongrie et des autres pays d'Europe centrale et orientale dans l'Union européenne en 2004. Cependant, aujourd'hui, notre Europe est confrontée à des divisions, à des tensions internes, nous le voyons. Et dans ce contexte où chaque jour nous montre que le consensus politique est compliqué quand il n'est pas impossible, il me semble vraiment que la culture a un rôle fondamental à jouer. Elle doit être une fois de plus un pont entre les différentes parties de l'Europe pour que notre unité demeure dans la diversité et dans l'adversité, et en dépit de l'adversité. Enfin, je remercie les panélistes et le public pour leur participation à ce webinaire et à cette table ronde, et je vous souhaite à tous d'excellentes discussions. Merci. Très bien, merci Madame l'ambassadeur pour l'introduction. Monsieur Botoche Maté, je vous propose de présenter peut-être les intervenants et de lancer ce webinaire. Je vous remercie. Merci. C'est un grand honneur pour moi pour pouvoir participer à ce webinaire, comme c'était la même chose à la participation de la rédaction de cet ouvrage, dont je suis aussi un des auteurs. Et donc, c'est un honneur de vous saluer premièrement Madame Delsol et les autres représentants de notre webinaire aujourd'hui. Quelques mots sur les participants de notre table ronde. Je pense que la majorité
participants connaissent Madame Chantal Delsol, qui était née à Paris, est une philosophe et écrivaine française qui avait fondé l'Institut Hannah Arendt et est devenue membre de l'Académie des sciences morales et politiques en 2007. Elle est auteure d'une trentaine de livres différents, dont 4 romans, et elle est également professeure de l'Université de Marne-la-Vallée, où elle dirige le Centre d'études européennes, puis l'Institut Hannah Arendt. Elle est décorée de différents prix et chevalier de la Légion d'honneur. Je pense qu'elle est assez bien connue dans les milieux culturels français ou francophones et elle est de plus en plus connue en Europe centrale et ici en Hongrie également. Je salue également Madame Nowicki, qui était née en Pologne et elle est professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Cergy-Pontoise et à la Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Je pense que Paul Gradwohl, que je salue maintenant cordialement, est aussi assez connu en France et dans les milieux francophones en Hongrie. Il est un historien et spécialiste de l'Europe centrale contemporaine. Il dirige depuis 2012 le Centre de civilisation française et d'études francophones de l'Université de Varsovie. Il est aussi également, tout comme Madame Nowicki et Madame Delsol, auteur de plusieurs ouvrages qui traitent l'histoire de l'Europe centrale ou la pensée de l'Europe centrale. Et finalement, M. Kish-Di Csaba, il est historien de la littérature et de la culture de l'Europe centrale, professeur d'université et docteur de l'Académie hongroise des sciences. Il est devenu un des figures d'opposition de l'époque communiste d'Hongrie. Il avait été même parmi les fondateurs du Forum démocratique hongrois. Il parle plusieurs langues d'Europe centrale et il est aussi professeur invité des universités de Zagreb, de Nitra, de Varsovie et de l'université de Prague. Alors, je vous suggère j'aimerais bien demander Madame Chantal Delsol de présenter un peu, si c'est possible, cet ouvrage, et quelles étaient les initiatives et qui vous avez inspiré de faire un ouvrage pareil après les dictionnaires encyclopédiques pareils que vous avez fait dans les années d'avant. C'est à moi? Oui. Oui. Merci beaucoup, Mathé. Oui, on a beaucoup travaillé ensemble, tous les deux, toujours sur ces sujets. Merci à tous. Merci, Madame l'ambassadeur, d'être là et d'avoir bien voulu introduire notre réunion. Et merci à tous les panélistes qui sont là. Alors, vous m'avez confié une introduction générale, brève, très générale. Je commence par le titre. La vie de l'esprit, c'est quelque chose qui renvoie à des expressions diverses de la littérature, la pensée littéraire, historique, philosophique, et aussi aux aventures de cette pensée pendant la période considérée. L'esprit, c'est le siège de l'intellect, mais aussi la singularité. On peut dire génie pour dire esprit. On parle aussi de l'esprit des lieux. Identification mystérieuse qui est due à des facteurs immatériels, donc forcément insaisissables. C'est de tout cela que nous avons voulu nous emparer pour décrire avec précaution, parce que nous savons que la description elle-même peut effacer l'esprit par excès de raison. Alors, un pays ou un groupe de pays, un peuple, une culture, n'a pas de personnalité. Ce n'est pas une personne. Une personne, c'est une substance individuelle. Donc, c'est seulement par extension, et peut-être même par emphase, qu'on peut parler de la personnalité d'un peuple, comme par exemple l'avait fait en leur temps Kesserling ou Madariaga. En quoi peut-on spécifier l'esprit et plus loin l'âme, peut-être, d'un peuple ou d'un pays ou d'un groupe de pays?
Une société n'est-elle pas un ensemble éminemment composite, dont les éléments changent en permanence, les uns qui rentrent, les autres qui sortent au fil des décennies, des siècles, donc bien incapables de se donner des caractéristiques propres et plus encore persistantes dans le temps. Aussi, il faut essayer de les comprendre dans leur situation. Et en ce sens, l'esprit pourrait se définir comme la réponse à une situation. Je passe donc à ce concept-là. La situation, c'était, vous vous en souvenez, l'une des 10 catégories ou concepts fondamentaux d'Aristote. La situation résulte de l'interaction d'un vivant avec son environnement, non seulement environnement physique, mais culturel et historique. Pour Sartre, par exemple, de notre époque, la situation, c'est la position dans le monde et les interactions avec le monde qui peuvent contredire ou empêcher mes projets personnels. Et on se rapproche du sujet. Je ne suis jamais hors situation parce que je suis comme un être humain englué dans le monde et dans mon monde. Les situations sont contextuelles. Elles sont relatives à l'expérience que nous faisons du monde. Pourtant, le contextualisme peut aboutir au relativisme. Il y a une différence entre le contexte et la situation. Celle-ci suppose un monde, et le monde est forgé par les circonstances. C'est dans un certain monde que nos auteurs se meuvent, ceux dont nous parlons. Et l'esprit dont nous parlons, installé ou plutôt mal installé dans le monde, je vais en reparler, réagit à son contact. L'animal a un milieu, l'homme a un monde qu'il construit en réponse aux situations et à ses propres vouloirs. Max Scheler compare l'animal à un bourgeois qui accepte la vie, tandis que l'homme est un Faust éternel. Je reprends son expression, c'est-à-dire toujours insatisfait de la réalité qui l'entoure, c'est-à-dire celui qui dit non à la réalité. On s'approche encore du sujet. Pour mieux comprendre ce sujet, il faut préciser encore la catégorie de la situation. Jaspers parle de situation limite. Ce sont des modes d'être de notre condition qui nous sont imposés et face auxquels, en général, nous devons réagir en grande souffrance. On peut parler de situation limite lorsque, en des moments spécifiques, un être humain ou une société se trouve confronté à un contexte mortifère auquel il ne peut rien ou presque rien changer, un contexte qui ne convient pas à l'être humain. Les causes de cette circonstance dangereuse sont diverses. Mais en tout cas, celui qui vit une situation limite se trouve inévitablement en face de l'angoisse et du désespoir, qu'il en soit ou non la proie. Il se trouve ainsi face à l'ultime, à l'essentiel, dénudé de tous ses artifices, et les phénoménologues disent qu'il se trouve être ainsi authentiquement lui-même, sans faux semblant ni dissimulation. Il vise alors au primordial, et peut-être même à l'absolu. C'est ce que nous constatons dans notre livre. Karl Jaspers énumère ainsi 4 situations limites. C'est très intéressant. La mort, le hasard, la culpabilité et l'impossibilité de compter sur le monde. C'est là que nous y sommes. Les situations, dit-il, que l'on ne peut pas dépasser ni transformer. Ce sont souvent des situations que l'on dissimule, parce qu'elles sont terribles et qu'on ne peut pas y faire face. Dans les situations limites, dit-il, on rencontre le néant, ou bien on pressent, malgré la réalité évanescente du monde et au-dessus d'elle, ce qui est véritablement. Autrement dit, la situation limite, vécue par des peuples entiers, fabrique à la fois l'accablement et la sagesse. Dans les paysages défigurés du communisme, on rencontre des dépressifs et des philosophes. C'est de l'esprit de cette situation que nous avons voulu rendre compte. En l'occurrence, si on reprend les catégories de Jaspers, la situation limite rencontrée par ces pays pendant cette période tient à l'impossibilité de compter sur le monde. C'est la 4e situation limite. Le fait de trouver en face de soi un monde hostile, menaçant, nuisible. Le nazisme a été imposé à plusieurs pays d'Europe de l'Ouest, dont la France, pendant plusieurs années, mais l'Europe de l'Ouest n'a pas connu le communisme, ou en tout cas, elle ne l'a connu que dans ses rêves utopiques. Elle n'a jamais su ce qu'était réellement le communisme. Elle l'a seulement imaginé, en complet désaccord d'ailleurs avec ce qu'il était. Mais nous avons ici une circonstance particulière dans laquelle un système totalitaire sauvage, j'entends par là fruste et impitoyable, vient s'appliquer à des sociétés ultra-civilisées, polies par des siècles de civilité politique. Le communisme, sans qu'il y ait là vraiment un hasard, est venu s'installer en Russie et en Chine, 2 pays traditionnellement despotiques dans lesquels la brutalité politique et le mépris pour le peuple ne sont plus à démontrer.
Mais lorsque, par conquête et par appropriation, ce type de régime patibulaire vient s'appliquer de force à des sociétés familières de la liberté politique, alors les réactions offrent un intérêt obligé. C'est comme si vous enfermiez de force un philosophe dans la cage de cannibales. Il souffrira évidemment, c'est certain. Mais les réflexions qu'il peut créer sociologiques, linguistiques, je m'étonne que les chercheurs de l'économie ne se penchent pas davantage sur le matériel inestimable sorti de cette situation. C'est ce que nous avons fait. Nous partons donc d'une situation tragique, vécue et analysée sur une longue période, et des leçons spirituelles tirées de cette expérience. J'entends événements spirituels au sens large, la religion précisément. L'esprit des sociétés est alors forgé par la rencontre de la situation. Et il est clair que la situation d'oppression, de cauchemar, représente presque l'envers exact de la situation de l'Europe de l'Ouest à la même époque, immergée dans les Trente Glorieuses, avec tout ce que cela suppose de confort et d'espoir. Ce n'est donc pas la situation que nous avons voulu décrire, parce que c'est le rôle des historiens, mais l'éthos particulier engendré par cette situation. L'éthos, c'est le style de l'esprit, l'atmosphère spirituelle, la manière particulière de vivre et de penser le monde, le mouvement de l'âme. Mathé, je vous remercie et je laisse la parole à nos amis. Merci beaucoup. Alors, nous avons parlé de l'Europe centrale. Chacun de nous, Son Excellence Madame Andréani et vous aussi, Chantal, et les autres aussi ont travaillé sur des sujets qui traitent sur l'Europe centrale. Mais est-ce que cette notion d'Europe centrale existe-t-elle réellement? Nous savons que la définition de cette partie de l'Europe est extrêmement difficile parce que, comme disait le Saint-Pape Jean-Paul II, l'Europe respire sur deux poumons, l'Europe de l'Ouest et de l'Europe orientale, mais l'Europe centrale, c'est entre les deux. Est-ce que nous pouvons parler d'une entité qui se distingue de l'Ouest et de l'Est, ou bien ça fait partie de l'Occident quand même? Comment vous voyez? Ça fait partie de l'Occident. Culturellement, c'est l'Occident, même si il y a des tentations asiatiques, ce que nous avons voulu montrer à travers un certain nombre d'articles dans ce livre. Il y a des réminiscences asiatiques, il y a des rencontres avec l'Asie qu'on ne trouve pas à l'Ouest, c'est certain, qu'on ne trouve pas en Bretagne, mais c'est culturellement à l'Ouest, complètement, enfin, c'est ce que je pense. Et est-ce que c'est le même angle ou la même perspective de Johanna qui voit des deux côtés peut-être cette question de l'existence de l'Europe centrale? Merci pour cette question. En effet, je me suis passionnée pour cette recherche commune parce que, étant biculturelle, polonaise et française, placée par les aléas des vies de chacun à la rencontre de ces deux cultures dans lesquelles j'évolue, je m'intéresse depuis longtemps aux spécificités, mais surtout à la circulation et au transfert des idées. C'est bien pour ça que je vous ai proposé de parler de cet aspect-là de la chose. Et je pense que la question qui nous travaillait tous, c'était de savoir si cette rupture de 50 ans qui nous séparait et que Kundera a très bien décrit par cette schizophrénie de l'Europe centrale, culturellement à l'ouest, géographiquement au centre et politiquement à l'est pendant cette période, est-ce que ça a créé une coupure, une rupture définitive ou très longue et très lourde à modifier ensuite, ou est-ce qu'il y a eu une continuité de pensée et de culture malgré cette situation politique?
c'est ce que j'appelle le transfert des idées, ce qui n'est pas la même chose que l'influence ou les influences. Pourquoi? Parce qu'on a observé en travaillant pendant 5 ans sur ce projet que certaines idées sont venues au contraire de l'Europe centrale alimenter la réflexion des Occidentaux. Je donnerai quelques exemples de ces transferts dans l'autre sens. On a l'habitude de penser à un complexe de dépendance de l'Europe centrale qui puise son modèle en Occident, qui se sent périphérique et qui copie à certaines périodes de son histoire des influences occidentales. Eh bien, en réfléchissant ensemble sur ce transfert des idées, avec lequel tout le monde n'est pas d'accord, il y a 2 textes dans cet ouvrage, un de Czesław Poremski, philosophe et historien de Cracovie, qui insiste beaucoup sur la continuité, et l'autre, au contraire, d'une philosophe, Violetta Miśkiewicz, qui, elle, insiste sur la soviétisation des sciences humaines et sociales, et elle ne voit pas la continuité, elle voit surtout les ruptures. Donc, le débat est au sein même de l'ouvrage. Alors, dans cette tentative de panorama des idées qui existaient en Europe du centre-est pendant d'abord la guerre froide et ensuite à l'ouverture de l'Europe, j'ai constaté surtout un phénomène de diachronie, c'est-à-dire certaines idées sont les mêmes, mais pas au même moment. Elles arrivent trop tard pour intéresser les Occidentaux qui disent que c'est des pâles copies de telle ou telle théorie que nous connaissons déjà. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais ils ne voient pas parfois que certaines idées sont arrivées trop tôt pour qu'ils les prennent et les comprennent. Et je pense que ce dialogue, ce livre, permettra de rétablir une synchronie des idées, notamment en rétablissant certaines discussions. Je montrerai ça sur l'exemple de l'analyse formidable de Havel, qui est effectivement notre personnage emblématique, puisqu'en même temps dissident, artiste, écrivain et ensuite homme politique. Havel a tout vu en quelque sorte, et il a insisté sur le totalitarisme soviétique, non pas en tant que totalitarisme, mais sur le pouvoir absolu d'une bureaucratie anonyme qui ne respecte pas la personne humaine, qui bien sûr n'est pas efficace, et qui transforme toute la vie sociale en cas bureaucratique. Votre écrivain Georgi Konrad, qui a fait un ouvrage que je trouve absolument exceptionnel, qui s'appelle en français « Le visiteur », et montre effectivement de manière littéraire, je suis moi-même littéraire et sensible à l'illustration par la littérature de ces moments-là, l'histoire d'un bureaucrate qui oublie que derrière les cas qu'il étudie, cas de suicide, cas de viol, cas d'abus, il y a des hommes et des femmes. Et il traite les cas en mettant les noms dans un tiroir jusqu'au jour où il est confronté à un visage et il comprend que les cas, c'est des hommes, c'est des humains et qu'il est en train d'exercer un mal qui est un mal d'inattention à l'autre, d'insensibilité, qui peut être aussi grave que la brutalité pure. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple d'une pensée qui, à mon avis, est très intéressante venue de l'Europe du centre-est, c'est la réflexion sur le mal en soi, le mal philosophiquement parlant. Il fait partie de toute cette pensée centre-est européenne et je pense qu'en Occident, pendant cette période, on a remplacé la réflexion sur le mal en tant que tel par les représentations d'un mal précis, c'est-à-dire les crimes et délits qui peuvent être traités par la loi, comme par exemple la violence, l'exploitation d'un homme, l'inégalité entre l'homme et la femme, la pédophilie. C'est un mal concret, mais on n'a pas réfléchi sur le mal en tant que tel, évidemment à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, mais pas après. Alors que ces penseurs de l'Europe du centre-est continuent à réfléchir sur le phénomène du mal et sur l'attitude à avoir face au mal. Par exemple, lors des obsèques de Włodzimierz Bartoszewski, on a reparlé de son ouvrage « Ça vaut la peine d'être un homme droit » en tant que devise face au mal qu'il a pu rencontrer. Et effectivement, l'expérience de 2 totalitarismes donne une
tonalité particulière à cette pensée. Je pense qu'une pensée centre-européenne existe à cette période. Elle n'est pas que tchèque, polonaise, slovène. Il y a une tonalité commune de la région. Et cette tonalité, c'est d'abord la résistance par la culture, que Madame l'ambassadeur a rappelé et qui me semble fondamentale. Et un deuxième phénomène très important, c'est que les théories et les descriptions, les concepts, les idées ne sont jamais désincarnés. Ils ont tous une vision phénoménologique, c'est-à-dire basée sur une expérience fondée sur la vérification des faits, et quand ça ne correspond pas aux expériences, en réalité, ça les intéresse moins. Ce ne sont donc pas des abstractions, et ils peuvent peut-être plus difficilement s'égarer dans les sophismes, ce que peut arriver aux gens qui n'ont pas vécu les expériences. Et je dirais ça va si loin que, par exemple, Ingarden et sa théorie de l'œuvre littéraire est une esthétique phénoménologique aussi. Il réfléchit sur l'œuvre, non pas comme l'ont fait souvent les structuralistes, où ils voient des phénomènes très abstraits, il compte avec la réception, avec le lecteur, et il pense à la co-création d'une œuvre littéraire. Même chose pour les arts plastiques. Chapsky, le peintre, crée une théorie du regard, mais cette théorie du regard ne relève pas de l'histoire de l'art, elle relève de l'éthique. Pour Chapsky, on regarde un visage humain parce qu'on regarde un autre être. Et il y a une responsabilité du regard. Et on voit bien qu'il porte un regard très particulier sur ses ennemis, puisqu'il est prisonnier des soviétiques, qui est un regard humain malgré tout. Il reste peintre, chrétien, éthique et exigeant vis-à-vis de ce regard qui ne peut pas être insensible. Tout ça pour dire qu'il y a une spécificité, moi je dirais une tonalité pour répondre à votre question, y a-t-il une spécificité? Oui, qui résulte à la fois des choix fondamentaux, de l'expérience et ce que Chantal a appelé une situation particulière. Merci, Johanna. Vous avez entendu jusqu'ici deux perceptions différentes, quand même qui se ressemblent beaucoup. L'une, c'était la vision de Chantal Delsol qui s'intéresse à l'Europe centrale, une Française qui s'intéresse à l'Europe centrale. Maintenant, vous avez entendu l'opinion et la vision d'une Polonaise, une franco-polonaise qui vit en deux mondes et qui voit de perspectives la question. Et maintenant, j'aimerais bien savoir l'opinion de Paul Gradwohl qui voulait comprendre l'Europe centrale en comprenant les langues et les cultures de cette région. Oui, merci de me donner la parole. Alors, pour commencer, une petite précision biographique. Je n'ai pas trucidé l'actuel directeur du Centre de civilisation française qui est à Varsovie et qui m'a remplacé en 2016, Nicolas Maslovski. Je suis gentiment revenu en France après avoir officié là-bas pendant 4 ans et depuis un certain temps, je suis donc professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où j'ai pris la suite d'Antoine Marès pour ceux qui le connaissent. Donc, j'ai la responsabilité de ce qui aurait été une chaire, si elle existait encore, d'histoire de l'Europe centrale contemporaine. C'est pour éviter les erreurs auxquelles les institutions sont très sensibles. Alors, à part ce point de détail, l'optique générale de l'ouvrage tel que je l'ai comprise, d'une position qui est bien sûr périphérique comparée à celle des deux intervenantes qui m'ont précédé, était un
un effort qui, dans le contexte actuel de l'Europe centrale, peut sembler étonnant, à savoir un effort de mise en dialogue de gens dont on a l'impression aujourd'hui qu'ils ne pourraient pas parler ensemble. Et c'est très important puisque il y a dans ce livre des gens tout à fait différents, comme Zygmunt Bauman, par exemple, qui aujourd'hui a du mal à revenir en Pologne tellement il est attaqué. Et à côté de ça, vous avez mentionné notre collègue de Cracovie, hein, c'est Johanna qui a mentionné Czesław, qui est un maître tout à fait bien vu, même si il ne représente pas une idéologie officielle du tout, il a une pensée européenne singulière et extrêmement marquée, ce qui n'est pas complètement la mode aujourd'hui en Pologne. Donc, je pense que cette mise en dialogue est tout à fait essentielle. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est le fait qu'il y a des démarches et des approches disciplinaires très différentes. Autrement dit, on fait apparaître des intellectuels qui ont produit dans divers domaines, avec des optiques qui vont de la philosophie à des enquêtes, des approches qui ne sont pas directement philosophique. Mais je rejoindrai et Chantal Delsol et Jana Nowicki en disant que il y a dans cette région, au XXe siècle notamment, une préoccupation extrêmement largement partagée de donner du sens à tout, y compris à la politique, parce que pour tous nos auteurs, rien ne peut sembler naturel. C'est une région où tout a été bouleversé. Et donc, là où il y a effectivement, plus à l'ouest du continent, une forme de paresse intellectuelle qui consiste à se considérer comme un modèle de normalité, dans cette région, personne n'a le nombrilisme assez développé pour avoir cette idée. Et cela présente quelques avantages. Donc, je pense que un des objectifs que je souhaite vraiment que ce livre puisse atteindre, c'est ce qui a été signalé plus ou moins directement avant moi, c'est le fait de faire participer à une réelle réflexion transeuropéenne l'ensemble du continent. Il ne s'agit pas seulement d'une mise en dialogue interne à l'Europe centrale. Et dernier point que je souhaiterais mentionner pour cette première question sur le fond, c'est le fait que ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce qui a été dit tout à l'heure, en fait, par les deux intervenantes, c'est que la chosification qui a été une des caractéristiques principales du stalinisme appliqué dans la région et du communisme plus largement. Eh bien, aujourd'hui, on se rend compte que ce type de démarche peut s'étendre largement au-delà de toute considération idéologique ou politique et qu'il s'agit d'un processus qui concerne bien des sociétés. Et de ce point de vue-là, effectivement, comme le suggérait Johanna, il y a des éléments de pensée de cette région qui sont souvent antérieurs à ce qui a pu être pensé, avec peut-être un bémol très intéressant, c'est que nous avons un petit problème géographique, à savoir que la pensée d'Europe centrale a des bottes qui font des pas de bien plus de 7 lieues, puisqu'elle peut se développer aux États-Unis. Nos centres européens
pour le dire simplement par la force des choses, ont été amenés à penser, tout comme au XIXe siècle, Mickiewicz et tant d'autres, hors de chez eux. Que ce soit dans un goulag lointain, on peut penser à Barbara Skarga, ou que ce soit dans une université californienne. Et ce rapport à la géographie me semble aussi extrêmement important parce que entre les pages du livre, il y a comme une remise en question d'étiquettes qui seraient par trop géographiques. Et les circulations qui sont signalées montrent bien que la façon dont tous les gens qui sont présents à cet écran ont construit leur identité, quelle qu'elle soit, et je connais les deux rédactrices en chef, si je puis dire, de cet ouvrage, directrices de l'ouvrage depuis longtemps. Elles n'ont cessé d'évoluer depuis que je les connais. Ce sont des identités en mouvement, et dans ce mouvement, il y a l'absorption, les échanges transcontinentaux qui sont extrêmement présents. Et je pense que ce qui a pu porter ce livre, parce que vous imaginez les souffrances qu'elles ont dû encourir, n'est-ce pas? Soyons clairs, éditer un pavé pareil avec des collègues qui sont toujours par essence comme les savonnettes, quand on appuie dessus, ils sont ailleurs. Donc, si elles ont eu le courage et l'envie qui a tenu jusqu'au bout, c'est qu'il y avait là des enjeux qui leur semblaient réellement centraux et dont elles participaient très directement, ce dont je peux témoigner, parce que une des questions qui se posent aujourd'hui, c'est de changer la densité, l'intensité et la façon dont se produit ce dialogue européen. Et je suis persuadé que tant l'ambassadrice de France que le conseiller culturel qui sont en plein milieu de ce processus ne sont pas là complètement par hasard, parce qu'effectivement, ça a aussi une dimension politique. Donc, l'enjeu est important et c'est ce qui fait qu'un petit groupe d'individus, un peu comme le village d'Astérix, se retrouve à cette heure-ci aujourd'hui en direct, en espérant que notre groupuscule s'étendra à d'autres. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, Paul. Et j'aimerais bien demander à M. Kish de présenter ses pensées concernant cette question de l'existence ou non-existence de l'Europe centrale. Merci. Le premier mot, c'est celui de la félicitation. Je suis heureux de pouvoir saluer maintenant mes chers collègues français et il s'agit vraiment d'une entreprise d'une importance exceptionnelle. Mais je ne suis pas si bien maintenant en français, c'est pourquoi je voudrais vous prier de pouvoir parler en hongrois. J'ai fait quelques remarques concernant cet ouvrage vraiment très intéressant et très important pour aujourd'hui. Alors, cette encyclopédie, Bien évidemment, c'est traduit en français. cette encyclopédie, l'un des plus importants objectifs de cette encyclopédie était que nous voulons montrer que l'Europe ne peut marcher sur un seul pied. C'est un constat extrêmement important. Et c'est un constat qu'on peut rencontrer très rarement de la part des intellectuels de l'Europe occidentale. Ici, le point de base était l'empathie et la compréhension.
Pour ce faire, il était nécessaire d'avoir des personnes qui connaissent très bien cette région, s'ils vivent, indépendamment du fait s'ils vivent en France ou ailleurs. Ça devait être très difficile de sélectionner les entrées. J'imagine qu'un débat mûri, une réflexion mûrie a précédé le choix des entrées. Les accents sont mis là où les accents doivent être mis. Nous savons très bien que dans notre région, et là, je voudrais faire référence à Vladimir Matsura, c'est la littérature qui est à la maison, comme cet historien littéraire tchèque l'a dit. Permettez-moi de faire une remarque critique. Il aurait été intéressant de présenter le rôle des associations d'écrivains en 1956 en Hongrie, en 1967 le grand congrès des écrivains tchécoslovaques comme Kundera, ou encore en Hongrie en 1986. Et il y avait un moment critique qui était lié et marqué par l'association des écrivains. J'aimerais bien souligner 3 points particulièrement positifs de cette entreprise. Tout d'abord, la mémoire collective. Et là, je parle des totalitarismes, donc allant de l'antisémitisme jusqu'à l'ère et l'oppression communiste. C'est une question très importante, cette question de mémoire collective, comment la mémoire collective s'est évoluée et comment elle continue à s'évoluer. Et puis, la question des confins, centre et périphérie, et le rapport, comme on a pu le lire, le Bukovina du Nord, par exemple. On aurait peut-être pu choisir une région confine, une autre région confine. Et un autre point majeur, et je voudrais souligner ce point majeur, je pense que cet ouvrage est pionnière dans la mesure où il représente les cultures des minorités. On peut lire des minorités allemandes de la Roumanie, c'est plutôt de l'histoire, et on peut lire de la minorité hongroise aussi. Une question à part, bien évidemment, la partie thématique et la partie biographique et l'analyse de ces parties-là, ça fait l'objet d'une autre question. Permettez-moi de mentionner encore une fois un point qui aura peut-être valu la peine d'être analysé. Si on veut comprendre la Hongrie actuelle, et la situation mentale, politique et sociale de la Hongrie, il faut comprendre ce qui s'est passé en automne 2006. Quelle était cette crise en Hongrie en automne 2006? Moi, je me le rappelle très bien. La presse internationale ne comprenait pas du tout ce qui se passait en Hongrie, qui a une opposition par rapport au gouvernement post-communiste, sauf la presse polonaise, qui, en raison de la jubilé de 1956 aussi, avait un journal télévisé qui fonctionnait à Budapest. Donc, pour comprendre quelle est la situation politique, mentale de la Hongrie, il faut aller voir ce qui s'est passé en 2006, quelle était cette crise en Hongrie en 2006. Et en tant que philologue, permettez-moi de faire deux remarques par rapport à l'entrée sur Viktor Orbán. Ce n'est pas le 18 juin 1989 qu'il a fait son discours, mais c'est le 16 juin 1989. Et puis, le Fidesz n'a pas été fondé en mars 1987, mais en mars 1988, pardon.
Et puis, il est très intéressant de voir comment les entrées bibliographiques ont été collectionnées. Il y en a 53 polonais, 48 roumains, 41 tchèques, 39 hongrois et 26 bulgares. Personnalités sont donc collectionnées dans cet ouvrage. Et bien sûr, nous avons des héros communs comme Elias Canetti, Paul Celan ou Isaac Bashevis-Singer. Je pense qu'il aurait été très bien de faire un complément par rapport au groupe slovaque. Je pense que dans cet ouvrage, il y a 7 Slovaques et permettez-moi de mentionner l'écrivain Lubomir Feldek qui avait un rôle dans la Révolution, ou encore Lubomir Liptak, l'historienne, qui a d'ailleurs mentionné une seule fois, et puis l'opposition catholique et son leader, František Miklosko, qui était aussi président du Parlement slovaque pendant un certain temps. Et en ce qui concerne les entrées bibliographiques hongroises, il y a une personne que je voudrais mentionner, notamment un écrivain qui écrivait sur l'Europe centrale, qui a lutté pendant toute sa vie contre les préjugés négatifs. Et cet écrivain, il s'appelle László Németh. Il faut dire que Bibó István est parti écrire en 1945 son ouvrage très connu à la base des ouvrages de László Németh. Donc, László Németh a exercé un effet sur Jenő Szűcs, qui a écrit l'ouvrage Trois Europes. En guise de conclusion, on peut dire que cette encyclopédie qui a été rédigée à Paris, c'est une encyclopédie tout à fait exemplaire. C'est une encyclopédie jamais vue, ni dans la presse anglaise, ni dans la presse allemande. C'est effectivement une pierre angulaire qui nous incite à travailler en Hongrie et aussi dans tous les pays de la région. C'est un ouvrage qui nous aide de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire. Et d'ailleurs, je comprends très bien que vous n'avez pas écrit sur l'ex-Yougoslavie. Vous faites un panorama général énorme, mais bien sûr, de la perspective hongroise, la Slovénie, la Croatie, la Serbie sont des pays très importants. En guise d'introduction, je dis que le premier mot va à la félicitation et le dernier mot doit également aller à la félicitation. Il est très important que cette entreprise ne nous parle pas de la perspective française. Ce n'est pas comme un maître d'école, mais c'est un ouvrage qui veut comprendre ce qui se passe dans la région. C'est le dialogue, la compréhension qui sont des mots d'ordre. Donc, voilà, cette Europe centrale n'a pas un Est à l'utilisation de l'Ouest, mais c'est une Europe centrale qui pourrait être comprise et donc qui est incompréhensible sans les valeurs européennes communes. Bien sûr, nous formons un ensemble et nous avons besoin de l'Union européenne et l'Union européenne a également besoin de l'Europe centrale. On peut parler d'une européanité
qui veut dire, et je ne sais pas citer cela en polonais, mais Witold Gombrowicz a dit que nous ne voulons pas nous fondre dans l'Europe, mais en devenir un des composants non interchangeables. Donc voilà, il faut qu'on devienne un des composants non interchangeables de l'Europe. Merci beaucoup pour votre attention. En hongrois, car malheureusement, je ne suis pas si courant au courant en français. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais poser une autre question parce que, d'après ce que vous avez dit, et je pense qu'il faut peut-être parler sur cette question de sous-titre de cet ouvrage qui parle d'une histoire ininterrompue malgré des ruptures. Mais est-ce que nous pouvons parler vraiment d'un échange d'idées ou bien il s'agit seulement d'un discours intellectuel des immigrés de l'Europe centrale avec les intellectuels occidentaux? Parce que si on regarde l'ouvrage de Leszek Kolakowski, de Kertész, Imre Czechomilos ou Milan Kundera ou autres, même Herta Müller, même nous pouvons mentionner également Berdyaev, ils ont tous fait carrière et se faisaient connaître en quittant leur pays natal. Donc, est-ce que c'est vraiment une représentation de l'âme de l'Europe centrale, de la culture de l'Europe centrale, ou bien c'est une interprétation de la culture occidentale par ces immigrés de l'Europe centrale? Est-ce que je peux commencer la réponse et laisser Chantal continuer? Non, sur allez-y, le fond? allez-y. C'est juste parce que je me suis posé exactement toutes ces questions, étant en plus d'être rédactrice responsable de la partie polonaise. Donc, j'ai dû réfléchir sur la culture polonaise à l'extérieur, celle qui est francisée ou américanisée ou canadianisée, et celle qui reste polono-polonaise. Et en fait, les problèmes majeurs lors de l'élaboration de ce dictionnaire, c'était comment décider qui est penseur de l'Europe du centre-est, de l'Europe médiane. C'était la principale question qui nous a occupés pendant plusieurs réunions du comité de rédaction et même pendant les colloques que nous avons organisés pour approfondir les questions avant même de commander les textes, puisque telle était la méthodologie adoptée. Alors, en fait, une des questions à laquelle il fallait se répondre, donner la réponse tout de suite, c'était comprendre la notion de notoriété. On pourrait imaginer, en choisissant une liste, par exemple pour la France, qu'on se pencherait sur certains milieux et la notoriété dans ces milieux. Cette notion ne pouvait pas marcher, puisque la notoriété ne pouvait pas être la même dans le contexte de fonctionnement normal d'une culture et de la diffusion d'idées normales avec des maisons d'édition et des médias, ou dans un contexte qui est là d'une culture contrainte, qu'elle soit contrainte par le pays ou contrainte par l'exil. C'est quand même une contrainte d'une langue étrangère, d'un contexte étranger, etc. La diffusion était un moment clé, la diffusion très restreinte, mais existante, grâce au samizdat, grâce à ce qu'on appelait en Europe centrale les circuits parallèles, les vraies maisons d'édition avec les vrais intermédiaires, et évidemment les maisons d'édition en exil, sans parler des exilés eux-mêmes insérés dans le circuit intellectuel occidental. Donc plusieurs paramètres comme ça pour savoir qui il fallait prendre en compte. Donc on a décidé ensemble qu'on ne faisait pas attention à l'idée de savoir si c'est un exilé, quelqu'un qui existe dans le circuit intellectuel. Ce qui nous intéressait, c'est vraiment la notion de penseur. Et nous avons passé beaucoup de temps à faire la différence entre intellectuel, penseur, écrivain, poète, artiste, personnalité importante, influente, tout héros, quelqu'un qui s'est sacrifié pour une idée. Et nous avons donné ensemble une réponse. Il fallait que la pensée de cette personne, et Paul a raison de dire que les
différences disciplinaires ne nous intéressaient pas. Ce qui nous intéressait, c'est la vie de cette pensée. Est-ce qu'elle a donné quelque chose de tangible, d'important, soit dans le pays, soit à l'extérieur du pays? Mais est-ce qu'elle vit cette idée-là et pas simplement le personnage qui peut effectivement disparaître? Donc, nous avons opté pour un livre en français qui s'adresse aux lecteurs étrangers. Et donc, comment écrire à un étranger? Est-ce qu'on lui impose une structure? Est-ce qu'on fait comme on fait des livres de recherche à l'occidentale ou à la française? Eh bien, là, Chantal était courageuse parce qu'elle fait partie d'une institution française traditionnelle. Elle aurait pu imposer une vision propre à cette institution ou tout simplement à l'Académie française. Je pense qu'on était tous d'accord pour dire on va donner la liberté aux personnes choisies par chaque responsable du pays de proposer les titres, l'approche, la manière qui est propre à son idée de la pensée qu'il veut défendre. Donc, il y a plusieurs sujets qui peuvent s'entrecroiser, qui peuvent étonner, des expressions qu'on n'utilise pas en français académique telles quelles. On a essayé de corriger que les maladresses linguistiques, mais absolument pas la manière de traiter le sujet. Donc, si Chabakish nous dit ça correspond à quelque chose qui est authentique, je suis rassurée parce qu'on a vraiment voulu ne pas lisser, ne pas harmoniser, comme on dit dans l'édition, et nos discussions avec l'éditeur, rappelez-vous Chantal, allaient aussi dans ce sens. Comment vous allez faire avec toutes ces différences? Eh bien, on les a laissées par respect des particularités. Et moi, je dirais aussi que j'avais la chance de rencontrer Chantal, qui a beaucoup d'empathie intellectuelle pour les gens qui ne pensent pas comme elle. Et c'était bien le cas ici, ou qui ne sont pas de la même formation. Je ne sais pas si j'ai répondu en partie à cette question. Je voudrais ajouter, Mathé, je peux ajouter. Oui, évidemment. Non, je voudrais juste, à propos de ce que vous avez dit sur l'ex-Yougoslavie, je voulais dire que, et ce qu'a dit Xabakish, je voulais dire notre regret de ne pas avoir parlé en fait de ces pays où il y avait quand même un certain nombre d'auteurs. Moi, j'avais commencé à lire un certain nombre de ces auteurs de l'ex-Yougoslavie qui sont très intéressants et malheureusement on n'a pas pu véritablement les lister, on n'a pas pu les faire parler. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a eu une lacune de notre part, on n'a pas trouvé la bonne personne, le bon responsable qui les connaissait bien. Il faut quelqu'un qui connaisse bien ces auteurs, qui soit en contact avec eux, qui parle ces langues, etc. On n'a pas, c'est une lacune de notre part, donc je voulais simplement dire cela puisque vous en avez parlé tout à l'heure, et c'est dommage, effectivement, c'est un regret que nous avons. Voilà. Merci. Est-ce que Paul ou Choba veut y ajouter quelque chose ou... On est tous d'accord? Peut-être, non, pas du tout pour manifester un désaccord, mais pour montrer comment se traduit ce que nous venons de dire. Quand on regarde les noms, on tombe par exemple sur Rain Taguepera, qui est en fait un penseur des sciences politiques qui a eu un rôle tout à fait important pour l'étude des élections, parce qu'il a mis au point la méthode pour calculer le nombre de partis et de représentation des partis dans différents systèmes parlementaires. Et là, on a un exemple tout à fait frappant, c'est-à-dire que la démarche des auteurs, c'est même dans un cas qui est alors là encore plus marginal que la Slovaquie, l'Estonie, d'aller chercher quelqu'un que sinon on ne verrait pas, qui passerait même pas sous, mais en dehors des radars, et de dire, voilà, attention, y compris dans nos pratiques quotidiennes, on a tout simplement oublié d'assimiler le fait qu'on a affaire à quelqu'un qui vient de cette région du monde. Et je pense que c'est un souci très, très intéressant qui est peut-être pédagogique, mais le caractère de cette œuvre est en partie pédagogique. Et je pense qu'à travers cet exemple, on peut comprendre comment, au cœur de la science politique, y compris américaine,
vous avez des représentants de cette région qui apparaissent et on le sait sans le savoir. Voilà, je voulais juste donner cet exemple. Merci. Tonarur, Csaba. Monsieur le professeur, Csaba, merci beaucoup. Je comprends entièrement ce qui a été dit par Chantal Delsol. Effectivement, ça devait être un choix très difficile. J'ai déjà participé à un travail qui ressemble à ce que vous avez fait. Donc, je comprends entièrement vos choix et vos décisions. Alors, j'aimerais insister sur le fait que dans la littérature scientifique internationale, je pense que votre entreprise est une entreprise unique. Et permettez-moi de vous poser des questions. Après, c'est préface très, très intéressant et magnifique. Et ce postface également, ou épilogue, est-ce qu'on peut les éditer en hongrois? Je ne sais pas où on pourra le faire, mais je pense que ce serait très, très important que les lecteurs hongrois puissent lire, ne serait-ce que ces deux petites parties, puisque, effectivement, traduire un volume de 1000 pages, ça ne se fait pas en 2 jours. Mais en tout cas, les idées très importantes que vous avez présentées dans vos préfaces et dans votre postface, est-ce qu'on peut les présenter à notre public hongrois? Est-ce que je peux répondre, Mathé? Oui, bien sûr. Comme ça me permet de parler de la question de l'édition. Au départ, nous avions choisi avec Johanna, nous avions préféré une collection chez Robert Laffont qui s'appelle Bouquin, vous devez voir ce que c'est, qui publie des grands auteurs sur une sorte de papier japon, comme on dit, énormément de pages, très souples, des pages très fines, et ce sont vraiment des très beaux volumes. Donc, on s'était dit, pour 1000 pages, ça vaudrait la peine d'avoir cette collection-là. Donc, j'avais pris langue avec Jean-Luc Barré, qui dirige cette collection, il y a déjà 5 ans et demi, et il m'avait dit oui, on avait signé. Bon. Et puis, le temps a passé, et on voyait il nous repoussait de plus en plus la date de parution. Et quand on est arrivé à Johanna à peu près l'année dernière, hein, il nous a encore repoussé de 2 ans. Donc, on s'est dit, on a compris en fait qu'ils étaient affolés par le nombre de noms propres sans aucune voyelle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. La complication que ça représentait pour eux. Et en fait, ils nous repoussaient un petit peu pour... on a eu l'impression que c'était presque pour nous amuser. Enfin, on a été un peu agacés, hein, finalement. Donc, je me suis réfugiée chez mon éditeur préféré, enfin celui qui publie tous mes bouquins depuis une dizaine d'années, et chez lequel j'ai dirigé longtemps une collection, et maintenant il n'y a plus de collection au CERF, mais j'apporte des manuscrits sans arrêt, je les connais très bien, et ils ne me font pas de coups fourrés, si vous voulez, je sais quand ils me disent quelque chose, ils le font, et je connais très très bien la maison. Donc ceci pour vous expliquer d'abord pourquoi on est passé par le CERF, où le bouquin est moins beau qu'il n'aurait été chez Bouquin Robert Laffont, c'est sûr, mais bon, ça s'est passé comme ça. Tout ça pour répondre à la question de Csaba. Bien sûr, on pourra très facilement et sans aucun problème avec le CERF publier une partie du bouquin, passer un contrat avec une maison d'édition hongroise que vous nous indiquerez, il n'y aura absolument aucun problème et ça se fera très vite. Et avec plaisir, évidemment. Et avec plaisir. Et même peut-être compléter, on a discuté avec les responsables de droit qui nous disaient exactement qu'on pouvait composer d'une certaine façon pour le lecteur de pays, parce que 1000 pages, c'est rare qu'on dise ça. Bien sûr. Mais on a anticipé cette question, donc c'est une possibilité. On n'aura aucun problème, oui. On l'espère bien parce que effectivement, je pense que pour les lecteurs de l'Europe centrale, et en polonais, et en slovaque, et en hongrois, et en tchèque, et dans les autres langues, ça vaut la peine de faire les traductions du postface et de préface. Mais juste une dernière question, parce que le temps passe et ça nous presse un peu. Je voudrais donc je voudrais savoir votre opinion sur le problème suivant.
en Europe centrale, on se vante souvent de notre appartenance à l'Occident, que nous sommes des Européens du même titre que les Français ou des Espagnols ou des autres. Mais est-ce que l'Europe centrale peut donner quelque chose à l'Europe en général? Est-ce que l'Europe centrale peut donner des leçons, donner un appui, porter un cadeau à l'Europe pour que ça puisse se régénérer? Est-ce que c'est vrai que les hommes politiques suggèrent que l'Europe centrale est destinée à soutenir le renouveau de l'Europe? Comment vous voyez? À qui s'adresse la question? À tout le monde, d'abord à vous. Bon, ben je réponds brièvement. Vous voyez, j'étais en train de relire ces textes-là pour pouvoir préparer justement des discussions comme celle-là, parce qu'il va y en avoir un certain nombre. Et je suis tombée sur le texte d'Antoine Arjakovski, qui s'appelle « Seconde dimension de la pensée », c'est-à-dire tout ce que la pensée de Chestov, notamment, a eu comme retentissement dans vos pays, et notamment d'abord en Roumanie, mais aussi dans tous vos pays. Eh bien, je pense que ça, c'est un exemple que j'ai dans la tête, mais il y en a bien d'autres. C'est quelque chose qui apprend beaucoup à un Européen de l'Ouest, où nous sommes très rationalistes. Et justement, là, nous pouvons apprendre beaucoup. C'est justement parce que nous avons pensé avec Johanna que l'Ouest pouvait apprendre beaucoup de l'Europe centrale que nous nous sommes lancés là-dedans. Hein, Johanna? Oui, donc moi je suis persuadée que l'échange peut être très intéressant. Je ne sais pas si on peut parler de dons de l'Europe centrale vers l'Europe occidentale, mais en lisant la partie encyclopédique, les 500 pages qu'on corrigeait, j'ai listé les mots, les intérêts, les thèmes qui revenaient chez tous les auteurs. Et quand on liste ces mots, on se rend compte qu'il y a un savoir, une expérience intellectuelle et existentielle de certains phénomènes que n'a pas un occidental pour des raisons que j'ai expliquées. Par exemple, l'obsession de revenir vers le sens de la liberté, non pas comme une abstraction, mais la liberté, je cite un Ukrainien, la liberté, c'est la capacité de participer au bien commun. Si on ne peut pas participer au bien commun, c'est qu'on n'est pas libre, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour soi. La censure, la liberté d'expression, mais vue autrement que la liberté d'expression formelle, c'est un texte magnifique qui s'appelle « Texte choisi par la censure » d'un Roumain. Formidable. Un censeur qui est co-créateur de la culture parce qu'il montre ce dont il se méfie, et donc évidemment, c'est une autre vision de la culture. La question de la vérité et la question de la peur. Je trouve ça très intéressant. Ce dont nous devons avoir le plus peur, c'est de la peur elle-même, dit encore un auteur. Donc, quand on voit ces thèmes, qui sont évidemment encore les mots, la langue de bois, l'idéologie, ça paraît plus banal puisqu'on connaît l'histoire. Mais ce que disait Chantal m'a beaucoup frappé aussi, la logique, la cohérence, la rigueur, comme autodéfense contre l'absurde, d'où plein de logiciens qui sont considérés comme des penseurs très importants, alors qu'en France, on les mettrait dans le département de logique formelle. Là-bas, ils ne sont pas des logiciens. Et tout ça complété par un imaginaire, le rôle des mythes, le rôle des symboles, d'où la présence dans l'ouvrage de Jean-Jacques Wunenberger, qui est spécialiste de la rationalité et de l'imaginaire. Il nous accompagne pour plusieurs ouvrages communs. Donc, par exemple, ce lien entre la logique et l'imaginaire, évidemment, le rôle de dissident, qui est rarement utilisé comme dissident, mais plutôt comme opposant démocratique dans tous les pays d'Europe centrale. Que veut dire être en opposition, notamment par la culture? La conversation, l'importance de l'échange oral, mais une autre conversation que cette magnifique conversation à la française qui est plus proche d'un art magnifique de manier la rhétorique sociétale. D'un jeu mondain, oui. D'un jeu mondain, très mondain. Là, la conversation dans les cuisines, dans des environnements absolument pas mondains, mais qui est essentielle pour comprendre la pensée, c'est vraiment une donnée intéressante.
l'importance des allusions, des métaphores. J'étais très sensible à ça. La fonction épistémologique de la métaphore, disent des Roumains. Et bien sûr, l'importance du témoin, le témoignage, souvent discrédité par les scientifiques, par les chercheurs qui disent « ça n'est qu'un témoin », c'est-à-dire celui qu'on va utiliser, dont on va instrumentaliser le propos pour faire, nous, de la recherche. Eh bien, les témoins, au sens de donner le témoignage, en polonais, on le dit, donner le témoignage, c'est l'expérience vécue, partagée et expérience existentielle. Et bien entendu, l'humour, le grotesque, tout voir à l'envers. Il y a une phrase que j'ai trouvée formidable dans un des textes, ce que les pays de l'Est ont donné à la culture européenne, c'est la capacité de tout voir à l'envers. Donc, on peut continuer, le listing, il est intéressant. Donc, je pense que c'est cette circulation des idées qui va être enrichissante. Si je peux juste ajouter une idée, pour répondre à la question de Botoš Mate, il faut se méfier d'une chose. Pendant plus que des décennies, ces derniers siècles, en Europe centrale, on a été très sensible à la tentation à laquelle cédaient très souvent les partenaires ouest-européens de jouer les professeurs aux petits élèves un peu sous-développés de l'Europe centrale. Je ne pense pas que l'avenir soit à l'inversion de la relation avec des professeurs d'Europe centrale parlant à des petits sous-développés d'Europe occidentale, parce que ça n'a pas marché dans un sens, ça ne marchera pas dans l'autre. Et vraiment, la leçon de notre échange et de l'ouvrage, c'est que ce qui est important, c'est de dialoguer, et le dialogue ne se pratique pas de maître à esclave, mais entre égaux. Parce que entre maître et esclave, l'échange est plus qu'asymétrique et ça a des conséquences intellectuelles. Donc, l'apprentissage de l'égalité est, je crois, une voie très longue. Et ça a beau être dans nos devises françaises, n'est-ce pas, liberté, égalité, fraternité, eh bien, finalement, accepter réellement l'égalité, c'est peut-être un des combats du continent européen. Et c'est ça le fond de la réponse, je pense, de l'ouvrage à votre question. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec vous, Paul. Entièrement d'accord. Merci. Est-ce que, Csaba, vous avez des idées à partager? Oui, je suis tout à fait d'accord avec mon ami Paul. Je ne voudrais pas devenir un maître des écoliers de l'Europe occidentale. Alors, pour rire un peu, avec Csaba, ensemble, nous enseignons à la chaire de hongarologie à Varsovie. Ah bon? C'est pour dire qu'on essaye de mettre en application cette égalité en pratique depuis plusieurs années et très joyeusement. Voilà. Merci. Voilà, nous avons encore une quart d'heure de notre discussion. Je pense aussi que cet ouvrage est une preuve d'une discussion des égaux, des Roumains, des Français, des Hongrois, des Polonais, etc. Et que vraiment, il est un bon point de départ pour situer notre identité du XXIe siècle de l'Europe centrale ou de l'Europe occidentale
Et généralement, le problème, je ne sais pas si c'est une impression ou on peut le prouver que j'ai raison ou pas, mais le sentiment de l'Europe centrale, dans des sociétés de l'Europe centrale, est moins fort qu'il y a 30 ans. Est-ce que peut-être les nationalismes de l'Europe centrale sont plus forts que l'appartenance à un passé commun ou le souvenir de sort commun? En même temps, il y a quand même beaucoup de travaux sur la remise en question de la mégalomanie nationale. On en a trouvé beaucoup de débats de ce genre. Donc, le regard critique sur l'attachement, il y a à la fois un attachement très fort à l'identité propre, au lieu, à l'enracinement, et c'est assez caractéristique de beaucoup de penseurs, mais critique très très forte des droits qui en résulteraient. C'est-à-dire justement par exemple, supériorité spirituelle par la souffrance, qui pourrait être une tentation, la fameuse martyrologie. Ce n'est pas parce qu'on a été effectivement martyrisé par 2 totalitarismes successifs et très souvent martyr de cette situation, ça ne donne pas forcément plus de droits face à l'Europa Felix. C'est ça aussi l'égalité. Il ne faut pas se sentir plus noble parce que plus souffrant. Barbara Skarga dont parlait Paul, qui était une chère amie, m'a dit la question de la noblesse de la souffrance, laissez-la tomber tout de suite. Le goulag m'a pas du tout anobli. Ça a été d'une vulgarité, d'une violence et d'un réapprentissage de toute la vie sociale, y compris de ma propre langue, qui m'a pris des années après la brutalité. Et elle raconte cette scène absolument extraordinaire dans son livre quand un de ses bourreaux essaye de la violenter, elle répond en russe bien vulgaire, en soviétique bien vulgaire, en langage soviétique, et il réagit à ça en disant « Maintenant, tu es un vrai homo soviéticus ». Et c'était un compliment. Donc, tu as compris le jeu. Donc, il y a tout ça qui ne donne pas plus de droits, et elle a toujours refusé plus de droits ou plus de noblesse. Bien sûr, les différentes générations voient et comprennent absolument différemment ces expériences. Donc, les générations de nos parents ont différemment vécu cette double oppression et nos enfants n'ont rien vécu et n'ont pas d'expérience, heureusement, de ces totalitarismes, mais c'est notre devoir de les expliquer, d'essayer de transmettre les expériences du passé, les expériences de nos aïeuls aux générations futures, pour que certains apports, cette expérience soit commun à tous, non seulement aux Français, aux Espagnols, aux autres, mais aussi aux Polonais de notre génération ou ceux qui viennent d'après. Je vois que Csaba voulait réagir, je pense, c'est ça? Seulement un mot. Oui. J'espère bien que l'identité en Europe centrale ira dans une direction d'une identité centre-européenne. C'est-à-dire, un exemple seulement, la coopération des pays de Visegrad. C'est aussi contre les nationalismes du 19e siècle. Alors ça me donne un certain espoir. On peut sortir de ces nationalismes du 19e siècle et du 20e siècle si on veut comparer la situation entre les 2 guerres en Tchécoslovaquie, Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie. Maintenant, ces relations, c'est tout à fait autre relation nous avons avec ces pays de Visegrad.
C'est un certain espoir. Oui, et puis il faut rappeler une chose, historiquement parlant, personne, sauf exception statistique, ne s'identifiait soi-même comme centre européen. C'est un tout petit groupe de gens qui l'a fait. L'essentiel des populations se définissait autrement, comme citadins d'une ville, comme habitants d'une région, participant à un groupe national ou ethnique, mais le drapeau centre européen en tant que tel, comme revendication identitaire première, est le fait de très peu de gens. Mais c'est la même chose à l'Ouest. Tu as raison, tu as raison. Moi, je suis optimiste. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui disait je suis ouest européen. Ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, ça existe, mais dans le cadre d'une discussion, etc., etc. Il faut comprendre une chose. Nous avons tous des formes d'identification qui sont plurielles. La question, et Csaba en est un maître, en Slovaquie, que Csaba connaît très bien, si on va à Košice, même des Slovaques vont s'identifier aussi par le fait qu'il y a ce passé multiculturel de Košice. Ils en sont fiers. Quand on va dans les villes minières du centre de la Slovaquie, qui sont des villes à l'origine des villes allemandes dans le royaume de Hongrie, qui ont été gérées par les Polonais pendant des siècles. En allemand, le Zips s'appelle Zips. Bien évidemment, dans ces régions, il y a une identité locale extrêmement forte, dont on peut avoir du mal à comprendre ce que ça veut dire selon les catégories nationales actuelles, mais en fait, on s'en moque un peu. Ce qui est, je trouve, extrêmement enrichissant, et c'est dans cette région la capacité à vivre en commun qui a été un peu masquée au XXe siècle pour des tas de raisons, et qui aujourd'hui se réaffirme, et se réaffirme aussi parce qu'il y a des gens comme Csaba et comme d'autres qui y reviennent, qui la rappellent et qui remettent en avant un certain nombre, non pas de discours sur la nation, mais d'expériences communes. Et comme le disait et y insistait Johanna, l'expérience est quand même dotée d'un statut particulier, surtout dans ce que j'appellerais, pour faire bref parce qu'il est tard, l'expérience existentielle et de coexistence. Et c'est ça qui est très intéressant. Si vous allez aujourd'hui à Lublin, vous avez tout un musée qui fait revivre l'ancien quartier juif, dont il ne reste rien, qui a été monté par des non-juifs, à la Brama Grodzka. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être que la transmission a un statut très important aussi, et qu'on pense que la transmission, c'est la transmission d'une éthique avant le reste. C'est aussi une des leçons de ce texte que j'ai trouvé. La transmission est la transmission d'une éthique. Et ça ne rend pas la région plus parfaite. Hein. Il ne s'agit pas, on n'est pas ici en train d'inventer une espèce de nouvelle religion de l'Europe centrale, ce n'est pas la question. La question, c'est d'essayer de donner tous les outils pour comprendre quelque chose qui s'est effectivement, des pensées qui se sont effectivement développées selon des lignes qui ne sont pas habituelles vues de France, mais en général, vues d'ailleurs. Par contre, si vous allez en Chine, si vous allez en Inde, on ne se pose pas la question de savoir où est l'Europe centrale. Hein. On sait que c'est en Europe, et que c'est en Europe que nous, on appelle occidentale. Ça, ce sont des questions qu'on se pose vraiment en fonction de l'endroit où on est. Et c'est ça qui est très intéressant. Noé Chund. Merci, Paul. Bon,
je pense qu'on est à la fin de notre webinaire. Je voudrais juste dire quelques mots de clôture. Ça m'avait beaucoup donné, ce webinaire. J'ai noté un tas de bonnes idées et qui méritent d'être mentionnés, si pas tous, mais quelques-unes. Je pense que vraiment une leçon à en tirer de ce webinaire et de ce bouquin, c'est que l'identité est plurielle. Donc, on est européen, mais on est français, on est hongrois et on peut être de la même manière qu'on dit qu'on est européen à la française, qu'on est européen tout en étant hongrois. Et il est possible que, surtout parmi les minorités, que quelqu'un puisse être un Hongrois en Transylvanie et être un citoyen roumain, mais tout en étant un Européen, tout comme n'importe quel autre concitoyen européen. Et donc, si nous pouvons donner quelque chose à nos auditeurs, c'est de les renforcer dans leurs engagements et dans leurs intérêts, de rester attachés à l'Europe centrale, tout en conservant leurs attachements aux valeurs et cultures nationales et européennes à la fois. Parce que être centre-européen, c'est vraiment quelque chose qui donne quelque chose de plus pour ceux qui habitent cette région, et de cette, je n'ose pas dire fierté, mais cet héritage qui peut nous encourager de nous établir en Europe ou en dehors de l'Europe, en conservant notre tradition. Ça nous donne des forces pour rester ce qui nous sommes, rester des Européens, des Centre-Européens, des Hongrois, des Slovaques de Hongrie en Europe centrale, en Union européenne. Et donc, la transmission, comme Johanna disait, la transmission des valeurs, la transmission des héritages, la transmission des cultures, c'est devenu une question morale. Nous devons conserver cette richesse de culture, et je pense que c'est un bon défi pour les générations existantes et les générations à venir, et conserver parmi ces spécificités centre-européennes le sens pour l'absurde et le sens pour voir tout à l'envers. Chers collègues, chers invités, je suis très reconnaissant d'avoir participé à ce webinaire. Je pense que nous avons maintenant abordé les thèmes les plus importants, et bien évidemment, un ouvrage pareil mériterait beaucoup plus, mais nous avons plus de temps. Je vous remercie de votre présence et de votre participation, tout comme je remercie à l'Institut français de Budapest d'avoir organisé cet événement, et je vous souhaite une bonne fin de semaine et beaucoup de joie pour le travail, soit sur l'Europe centrale, soit sur l'Europe, soit sur d'autres sujets dans le futur. Et merci à vous. Je vous en prie. D'avoir dirigé cette réunion avec maestria. Oui. Merci à tous. Merci, madame. Merci beaucoup.